tout loin de moi. C'est là que tu te sens chez toi. Alors pour revenir à Jean-Jacques Goldman, alors avant que le groupe se crée, ce trio se crée, il n'a pas de problème dans sa vie artistique, tout va bien pour lui. C'est une forme de générosité ou c'était effectivement de l'envie d'aller vers autre chose? C'est vraiment l'envie d'aller vers autre chose, c'est-à-dire que... Parce qu'il s'est placé au même niveau que tout le monde, il n'a pas du tout cherché à tirer la couverture à lui avec... Non, l'album, je crois, qui s'est le plus vendu de Jean-Jacques Goldman, c'est Entre Ric Flair et Gris Foncé, donc c'est l'album qui précède le trio. Donc il n'est pas du tout sur le déclin, c'est juste qu'il a ressenti déjà avec le précédent album un sentiment très fort de tourner en rond. Il a fait 4-5 albums et il a l'impression effectivement que peut-être qu'il a tiré ses dernières cartouches, que sur le plan musical comme sur le plan des textes, il va avoir du mal à se renouveler. Et puis, il commence à écrire, à composer, puis il se rend compte que s'il mettait d'autres voix dans les chansons qu'il est en train de composer, peut-être que ça donnerait quelque chose d'intéressant. Et puis, ça leur donne une motivation supplémentaire, une inspiration supplémentaire. Et c'est pour ces raisons-là que le trio est né. Sachant que, précédemment à ça, ils ont fait une longue tournée. Ils ont visité notamment pas mal de pays, donc il y a une certaine vie en communauté qui s'est installée. Et puis ils ont remarqué qu'ils étaient bien ensemble et que chanter ensemble était beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'à un moment, l'idée du trio s'est imposée. Alors Jean-Jacques Goldman, c'est 30 ans de carrière musicale, je veux dire sur scène aujourd'hui, et puis il a décidé là aussi d'aller vers une nouvelle aventure peut-être, c'est-à-dire de tourner la page de la musique. Est-ce que le fait que la mort de Carol Fredericks, est-ce que ça a été peut-être aussi quelque chose qui l'a forcément marqué, mais est-ce que ça a été quelque chose qui a déclenché un peu ce tournant aussi dans sa vie? Ah non, je crois pas, non, c'est encore une fois, c'est cette idée que... au bout d'un moment, il a eu le sentiment probablement d'avoir fait le tour de la question. Et... il le dit d'ailleurs, j'ai tout donné. J'ai fait beaucoup de choses et aujourd'hui, ça m'est difficile de continuer parce qu'il l'explique et on le voit bien notamment dans le premier livre parce que j'utilisais pas mal de citations de sa part. Il a toujours expliqué que c'était un métier de plaisir et qu'à partir du moment où il prendrait moins de plaisir, où il aurait moins d'envie de faire ce métier-là, probablement qu'il arrêterait. Et c'est a priori ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après Chanson pour les pieds en 2001, déjà le dernier album, il explique qu'il n'avait pas forcément envie de le faire. Il l'a fait plus pour faire plaisir à ses musiciens, aux techniciens. Il s'est remarié, il a eu peut-être, au-delà du fait qu'il avait perdu un peu l'envie et le plaisir de la musique, probablement aussi qu'il a eu envie de faire autre chose, sur le plan personnel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce livre, effectivement, ce sont des témoignages alors de proches, d'artistes, de musiciens, de photographes, des gens qui ont côtoyé les uns et les autres dans leur vie personnelle et professionnelle. Et vous faites parler aussi Jean-Jacques Goldman, donc à travers les propos que vous aviez pris, peut-être d'autres aussi, dans ce premier livre. Tout le monde parle à la première personne dans ce bouquin. Oui, j'ai rencontré vraiment... c'est assez large, une grande diversité de personnes, puisque j'ai commencé avec ceux qui ont composé le premier groupe de Jean-Jacques Goldman, les Phalansters. Donc, ce sont les frères Gibson que j'ai rencontrés et qui m'ont fait un très beau témoignage sur justement cette période des années 70. La rencontre avec les frères Gibson, il faut la raconter. Il vient de terminer le lycée, il vient de rentrer à Lille, dans le cadre de sa prépa ou à l'EDEC, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que tous les week-ends, il rentre à Montrouge, chez ses parents, pour répéter avec son groupe, et ils avaient besoin, je crois, d'un clavier. Et donc il met une annonce dans un magasin, recherche clavier, groupe de rock, etc. Et puis effectivement, les personnes se présentent un samedi après-midi à Montrouge, au pavillon de ses parents, et là il ouvre la porte et il voit deux Antillais. Et donc Jean-Jacques Goldman, a priori, a été surpris. Et puis tout de suite, les frères Gibson rassurent Jean-Jacques Goldman en disant « Mais t'inquiète pas, nous aussi on fait du rock ». Et donc ils font la répétition ensemble, ils jouent, et puis ça passe très bien, quoi. Et Jean-Jacques Goldman, à l'issue de la répétition, qui jusqu'à présent était le chanteur du groupe, dit à Chris Gibson « Bon, voilà, à partir de maintenant, c'est toi le chanteur du groupe. Moi, je vais me contenter des guitares. » Et puis son frère, Alex, est également retenu pour faire le clavier de ce groupe.
Chris et Alex me disaient, mais voilà, et ça c'est tout Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire que tous les groupes de l'époque, c'était effectivement des gars avec des cheveux longs, blancs, enfin l'image classique du rocker, et nous on dénotait complètement, avec notamment nous les deux blacks, dans un groupe de rock, et ils disaient, voilà, c'est probablement que Jean-Jacques Goldman a vu autre chose grâce à cette couleur, mais aussi par rapport à la voix, caractéristique de cette voix, et il a senti que voilà, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui se faisait dans les autres groupes qui jouaient à l'époque dans les bals ou dans les MJC. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Vous aviez beaucoup travaillé sur Jean-Jacques Goldman pour le précédent livre. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en travaillant sur celui-ci? On est plus dans l'intérieur parce que quand on parle aux médias, on peut dire des choses intéressantes, mais souvent on n'a pas le temps, ou souvent il y a trop de questions, et voilà, on ne rentre pas forcément dans un niveau de détail, non pas par pudeur, mais simplement parce que l'exercice ne s'y prête pas. Et là, en passant du temps avec toutes ces personnes-là, eh ben j'ai eu droit à certaines anecdotes. Avec ces témoignages, on a l'impression vraiment de sentir la chose, c'est comme si on était présent à ce moment-là. Et voilà, il y a des anecdotes qui me sont racontées aussi par Marc Lombroso, qui est le premier éditeur de Jean-Jacques Goldman, ou encore des anecdotes de Michael. Michael, moi j'ai fait 5 heures d'interview avec lui. Il est intarissable. Mais il est génial parce qu'il parle bien, il a une mémoire qui est incroyable, et puis il raconte des choses sans filtre, donc c'est super agréable. Donc on a vraiment l'impression, et j'ai essayé de reproduire le plus possible ce qu'il m'a raconté. Donc avec ce livre, il me semble on rentre un peu plus dans l'univers de Jean-Jacques Goldman et dans l'univers du trio. Il y a plein de choses. Il y a une anecdote qui me revient où il se fait agresser dans le métro, il a son ordinateur, et il y a les dernières compositions des chansons qu'il a travaillées avec Jean-Jacques, et il se fait tabasser, mais il lâchera pas l'ordinateur. Ouais, c'est ça, ils étaient en studio en banlieue parisienne pour l'enregistrement du dernier album, Chansons pour les pieds, et il prend le RER, je crois, à Châtelet, Michael, et il se fait agresser par plusieurs personnes qui veulent absolument lui récupérer son sac dans lequel il y avait son ordinateur. Et lui, il lâche rien, il se fait défoncer. Et voilà, oui, dans son esprit, il ne fallait surtout pas lâcher l'ordinateur dans lequel il y avait toutes les maquettes du dernier album. Tout à fait. Et le lendemain, donc il passe la nuit à l'hôpital, et le lendemain, il va pour raconter cette histoire à ses compagnons dans le studio d'Eric Benzi. Et au moment où il raconte son histoire, il y a Eric Benzi qui les interpelle, qui est en train de regarder la télévision dans une autre pièce, et qui dit « Venez voir ». Et c'est à ce moment-là qu'on voit les tours jumelles rentrer, les avions rentrer dans les tours jumelles. Et finalement, Michael n'a jamais pu finir son histoire. Merci Alexandre Fievé. Frédéric Goldman et Jones de l'intérieur, c'est publié aux éditions Grund. Merci pour nous faire partager la vie de ces 3 artistes. Merci à vous.